Bienvenue dans Homme le podcast. Nous, c'est Marc et Marie-Ange. Un mec et une nana aux opinions souvent divergentes qui se retrouvent autour d'interviews pour découvrir et comprendre comment les hommes et les femmes peuvent enfin se rencontrer. Lui a toutes les caractéristiques de l'homme blanc, hétéro, cis privilégié. Et elle est une petite blonde gentille et féministe. Bref, ils semblent être tous deux des clichés de notre société et pourtant de cette rencontre a germé l'idée d'écrire ensemble une nouvelle histoire du masculin. Au-delà des clichés et des injonctions où tous peuvent trouver leur place. Dans cet épisode, nous accueillons Laureline Belly, chiropractrice. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour à toi, Laureline. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour ceux qui vont t'écouter mais qui ne te connaissent pas ? Oui, je m'appelle Laureline, je suis chiropracteur et je sais qu'on se définit pas que par son métier, mais ça a une place très très importante dans ma vie, donc en général ça suit mon prénom quoi. Et voilà, et je travaille à Cap-Breton avec mes deux chers amis et associés depuis un petit peu plus d'1 an dans cette belle région des Landes. Et voilà. Cool. Et en quoi ça te... Alors juste pour rebondir, parce que en quoi ça te définit ou en quoi c'est important pour toi le métier de chiro ? Enfin, qu'est-ce que ça vient comme valeur ou qu'est-ce que ça vient... Ouais. Le rapport à la santé, évidemment. Le rapport à la nature. Ça me lie avec ce que j'aime, avec le lien que j'aime avoir avec les gens, avec travailler par le toucher, et le rapport au sport, à l'alimentation, à plein de choses. Et après, c'est ce qui m'a ouvert, en fait, c'est via la chiropraxie et du coup que j'ai rencontré via la chiropraxie au début, que je me suis ouverte aussi à plein de questions et de travail de soi, au développement personnel, enfin on l'appelle... ou la découverte de ses vraies facettes. Je sais pas comment on appelle ça. Mais voilà, le cheminement de soi aussi. Cool. Super. La première question qu'on va poser à tout le monde, c'est qu'est-ce que ça évoque pour toi le masculin ? Alors, de façon personnelle, en enlevant les filtres et en enlevant tous les côtés socio-négatifs qu'on entend en ce moment, le masculin, c'est cool, déjà. C'est beau. Tout ce que je peux dire va être sûrement filtré par mes perceptions qui sont clairement... parce que la société nous met dans les yeux depuis qu'on est petite, hein, donc il y a masculin, c'est fort, ça prend sa place, ça a une voix qu'on entend, qu'on a tendance à écouter, mais ça a aussi plein de facettes. Et voilà. Ok. Et qu'est-ce que tu trouves, toi, qu'est-ce que tu disais que c'était beau et tout? Parce que moi, c'est un truc que j'ai envie, c'est qu'aujourd'hui, parfois, j'ai l'impression que quand j'emploie le mot lié au masculin, c'est presque un gros mot. Donc j'aime bien que tu dises que toi, pour toi, c'est quoi ce que tu trouves beau? C'est quoi ce que tu trouves inspirant? C'est quoi ce que tu... Ce que je trouve beau, c'est le masculin qui peut avoir une carapace fort, etc. et une grande gueule, mais en fait qui n'est qu'une surface et qu'au fond on a des hommes très sensibles, très touchants, qui peuvent être très stressés, mais le verbaliser peut-être peu parce qu'on n'a pas le droit. C'est beau, il y a de la profondeur, plein de facettes à découvrir quoi, dans le masculin. Et ensuite, alors c'est encore plus peut-être conceptuel et philosophique. Qu'est-ce que c'est pour toi un homme ? Est-ce qu'on a vraiment une définition ? Non, qu'est-ce que ça incarne ? Qu'est-ce que ça représente ? Toi, c'est quoi l'image quand je te dis un homme ? C'est quoi ce qui te vient à l'esprit ? C'est quoi ce que ça évoque ? Et tu peux aller dans tous les clichés, les biais. Enfin, tu vois, l'intérêt justement, c'est d'aller voir c'est quoi l'image qu'on peut se faire ou que tu peux te faire de ça. J'ai pas une image qui me vient directement en tête. J'aurais plutôt plein d'images justement quoi, et plein d'hommes différents et d'hommes qui ont l'air justement très masculins dans les codes et d'autres pas du tout. Ouais, j'ai pas une définition d'un homme, ou j'ai plus une définition d'un homme peut-être. Alors c'est qui les figures là que tu vois ou que tu as vues ? Alors un homme blanc, cis, classique, grand et musclé,
Je sais pas, un tatoué, un homme qui paraît très féminin avec des coupes un peu longues, du maquillage, des vêtements, tu vois, des vêtements ouverts, du vernis. Un homme très discret et frêle. Non, trop bien. Cool. La multiplicité. Ouais, des représentations. Quand on en a parlé et que je t'ai proposé, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir, qu'est-ce que tu aurais envie de défendre, qu'est-ce que tu aurais envie de partager sur le sujet, qu'est-ce que tu aurais envie, toi, de contribuer Alors, ce qui m'intéresse, c'est que je crois qu'il n'y a pas une vérité, il y a plein de vérités, mais comme dans à peu près tout. Et donc, défendre la cause des femmes sans prendre la perception des hommes, ça n'a pas de sens, je pense, et l'inverse aussi. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir parler de ce sujet de façon ouverte, mais du coup d'entendre vraiment de façon d'entendre réellement toutes les perspectives et tous les vécus. Et ouais. Cool. Et donc moi, on avait une conversation sur une de tes relations passées, on parlait de la toxicité et tu me disais que toi, que ça se co-construisait. Si tu peux nous parler de cette relation, comment la toxicité est arrivée, en quoi tous les deux vous y contribuez et quel était le rôle de tout le monde selon toi? Ouais. Je pense qu'il y a une espèce d'effet de polarité, quoi. Donc, où quelqu'un qui a peut-être une tendance à prendre de l'espace sur l'autre personne, qui était du coup mon ex à cette époque, et moi, tendance à donner de cet espace et à m'effacer, ça fait que ça a bien fait fonctionner cette relation toxique pendant plusieurs années. En gros, ouais, c'est ça. Je sais pas trop comment creuser plus. Ça veut dire quoi déjà? Ça veut dire quoi? Pourquoi toxique? Parce que souvent, parfois, on emploie des mots qui sont pas un peu à la mode, toxique, on vient le mettre un peu sur tout et n'importe quoi. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire toxique pour toi? Qu'est-ce que c'est que pour toi dans les faits, à quoi ça ressemblait ou à quoi ça... Alors, c'était toxique, je pense, pour plusieurs raisons. Parce que moi, je respectais pas, en gros, mes besoins. Enfin, à l'époque, je savais pas trop quels étaient mes besoins. J'avais pas conscience vraiment de mes barrières. Donc déjà, ça s'est effacé assez rapidement. Donc, j'ai pas écouté ce dont j'avais envie. Il y avait plein de choses, en gros, dans la façon dont lui pouvait se comporter avec moi, ou lui pouvait avoir des jugements sur certaines de mes facettes. Ça me convenait pas, mais je me mettais de côté. Donc c'est dans ce sens-là, je pense il prenait, on va dire, une espèce de dessus sur moi, et que moi j'acceptais parce que j'ignorais. Toxique par rapport à ça, toxique par rapport à... Juste pour revenir sur ça, donc pour toi, c'est dans le sens où tu t'es effacé dans la relation, enfin c'était toxique parce qu'il y a des parts de toi que tu as effacées pour pouvoir rester? Ouais, okay. Oui, complètement. Et c'est quoi les parts de toi que tu as effacées? C'est quoi Du respect. Du respect, de la confiance. C'est quelqu'un qui était très très jaloux. Il n'y avait aucune raison fondée, en tout cas dans mon comportement, ou quoi, qui avait pu donner raison à sa jalousie à aucun moment, quoi. C'est quelque chose qui est né de ses propres peurs. Mais bon, j'avais pas les codes pour lire ça à l'époque. Et du coup, moi, au lieu de, je sais pas, de mettre un cadre en disant que la confiance, c'est une valeur qui est super importante pour moi. Si t'as pas confiance en moi, il y a une grosse faille dès le début. Moi, du coup, je me suis remise en doute et en question constamment. Donc ça m'a un peu abîmée dans ma confiance et même mon amour pour moi, quoi. Au final, c'était mon propre amour à moi qui était remis en question. Et voilà, du coup, au lieu de peut-être mettre un cadre direct dès le début, je validais ses peurs en me justifiant constamment. Enfin, au final, je validais parce que je me justifiais dans tous les scénarios inimaginables qui se sont présentés pendant des années, et ce, dès le début et jusqu'à la fin. J'ai toujours été dans la justification. Donc voilà, j'ai pas du tout respecté mes barrières et ça n'a fait que permettre au problème de se perpétuer. Voilà. Et en quoi, tu vois, dans ça, toi, t'as contribué? Parce qu'après, moi, j'ai des idées. Tu vois, par exemple, pour moi, déjà, je sais qu'aujourd'hui, si quelqu'un se justifie, je me suis de plus en plus mal à l'aise quand quelqu'un se justifie, parce que j'ai l'impression qu'on est en train de me vendre quelque chose. Donc, tu vois, moi, si je me mets dans une relation où l'autre a rien fait et est en train de se justifier qu'il a rien fait, moi, je sais que j'aurais dit, mais il y a un truc qui, comment dire, ça crée j'ai pas confiance en l'autre. Quand l'autre se justifie,
Donc j'ai tu vois ce qui me vient, je réfléchis avec toi de putain, en fait, peut-être qu'en te justifiant, tu alimentais sa paranoïa. Enfin, tu vois, au lieu de dire Tchalo, ça me regarde pas, le fait de devoir te justifier et que tu sens que tu es en train de raconter une histoire, en tout cas, ça pouvait contribuer, j'en sais rien, à. En tout cas, moi je trouve que l'énergie de justification, elle ramène que de la merde. Elle est pas positive. Donc voilà. Ouais. Bah, soit ça alimentait et en fait, soit ça aurait arrêté ce cercle et du coup, il aurait perdu l'alimentation de cette jalousie, soit ça aurait simplement, on serait parti chacun de notre côté beaucoup plus tôt, quoi. Mais oui, c'est sûr, je suis persuadée que ça alimentait ce manque de confiance en moi. C'est sûr. Récemment, j'ai commencé à écouter un podcast sur le couple de Franck Lové où pendant en gros 15 heures, il étudie les différentes parties du couple. Il y a l'avant-rencontre, la rencontre, le début du couple, le couple et la potentiellement fin et rupture. Et donc, il partage toute son histoire avec sa femme où pour lui, enfin pour la première fois de sa vie, avec la nouvelle personne avec qui il est aujourd'hui, il a enfin réussi à faire couple. Et il dit quelque chose qui, moi, je trouvais ça vachement intéressant et challengeant. Il dit, en gros, souvent, on arrête un couple parce qu'en fait, l'autre nous voit tellement, mais je suis pas prêt à me dévoiler. C'est-à-dire qu'en gros, souvent, l'autre peut nous reprocher qu'on est ci, qu'on est ça et qu'on est truc. Et lui, il disait, mais en fait, moi, j'étais pas prêt avec ma première partenaire à accepter de voir tous les trucs qu'elle voyait chez moi. Donc, je me suis cassé. Et il dit, maintenant, en fait, avec la nouvelle, je pouvais réaliser que ce qu'elle me reprochait même si dans les faits, je ne l'ai jamais trompée, même si dans les faits, j'ai toujours été fidèle, à un endroit, son énergie pouvait continuer à être un peu séductrice, son énergie pouvait un peu se disperser sur d'autres personnes. Et ça, sa femme, cette dissonance-là entre son petit ressenti mais qu'elle n'arrivait pas à mettre, lui dit non, mais c'est... Et je trouvais ça vachement intéressant de dire qu'en fait, souvent l'autre voit des trucs de nous, et souvent on dit non, alors qu'en fait, à un endroit, ils ont potentiellement raison, même si c'est challengeant. Ok. Donc j'ouvre la question, est-ce que pour toi, tu vois, dans ça, est-ce que pour toi, il y avait un endroit où ton énergie pouvait être encore séductrice ou un peu ouverte à un peu de flirt, à un peu de rencontre? Ouais, ou dans l'autre sens aussi, avec le recul, qu'est-ce que ça a renvoyé vis-à-vis de lui? Ouais. Eh ben, j'ai écouté, j'ai pas fini tous les podcasts, mais je crois que je me suis arrêtée pas loin après justement cette réflexion qu'il a sur lui-même. Et donc tout de suite, je le rapproche avec ma propre histoire et mon ex jaloux. Et je suis là genre, pas du tout. C'était la première réaction. Bon après je me dis, bon alors attends, sois un peu plus honnête. Je crois pas que j'avais une énergie de flirt, mais je suis toujours très, très ouverte avec les gens socialement. Et j'avais rencontré un peu tous ses amis, la famille, on sortait pas mal. Et donc je crois pas que j'étais dans le flirt. Okay. Mais je pense qu'effectivement j'étais peut-être pas pour lui trop ouverte aux gens, tout genre confondu. Par rapport à la question du masculin, est-ce que, parce que je connais pas du tout ton histoire, mais est-ce que c'est quelque chose que t'as ressenti que il y avait des préjugés ou quoi par rapport au fait que, je sais pas, par exemple, est-ce qu'il était plus jaloux parce qu'il a des idées reçues sur les nanas? Est-ce que, au contraire, toi, tu l'as perçu comme ça, en essayant de justifier que c'est un habituel chez les mecs? Est-ce qu'en termes de référentiel, parce que c'est aussi ça la question, il y avait quelque chose en lien avec ça? Ou pas du tout? Je pense qu'il avait pas mal de préjugés, c'était des facettes que je mettais de côté, c'était par rapport à des préjugés qu'il avait sur les nanas pas mal. Par rapport à comment on peut s'habiller, se maquiller, la musique que j'écoutais, j'adore danser, enfin plein de choses que je peux aimer posaient problème par rapport à comment il le percevait. Ouais. Et moi la question là qui me vient justement sur ça, est-ce que on dit toxique parce que c'était lui qui était un mec? Et comment, tu vois, parce que pour moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui s'il y a une relation toxique et que l'énergie négative vient du mec, on va dire que c'est toxique. Mais que si c'est l'énergie négative vient du corps féminin, on n'appellerait pas ça comme ça. Alors c'est encore en rapport, je pense, avec l'effacement des barrières de chacun. Mais il y avait un côté de dépendance affective qui était malsain. Okay. Et je ramène ça à la toxicité, quoi. Ok. Et en quoi, toi, c'était confortable d'être dépendance affective? Et en quoi, pour toi, c'était confortable de t'effacer? Tu vois, moi, c'est deux questions, si on revenait. En quoi c'était confortable pour toi de faire ça? Ça m'apportait l'amour probablement que je voulais depuis longtemps, quoi. Je sais pas si j'avais beaucoup d'amour pour moi, même si je
pensais être plutôt bien dans ma peau, j'avais des super amis, enfin bon, plein de choses très belles et positives dans ma vie, mais il y avait cet idéal de rencontrer quelqu'un et d'être comme un à deux, et non pas comme trois. Référence à Franck Levey. Et du coup, ça m'apportait vraiment l'attention dont je manquais, l'amour dont je manquais, l'attachement, le physique, voilà. Et du coup, ça, on se le donnait, mais c'était pas très sain, quoi. Et en plus, c'était aux dépens d'autres cercles, aux dépens d'amis, aux dépens de temps avec des amis, de temps avec la famille. Donc, ça prenait sur d'autres parties de ma vie, que c'était des effets secondaires très agréables, quoi. Ouais, attends, je voulais juste poser une dernière question. Justement, c'est notre ami Franck Levey qui m'ouvre plein d'ouvertures et de questions sur ça, qui justement parle à un moment et évoque. Alors, il évoque que selon lui, beaucoup de personnes qui rentrent dans une relation et qui se coupent de leur famille, de leur truc, c'est souvent pas le partenaire qui demande ça. Et qu'en fait, il y a plus souvent, en gros, une idée que les personnes qui s'effacent dans les relations, alors je vais essayer de le citer de manière au mieux que je peux, le font parce qu'ils attendent que l'autre donne une forme d'amour inconditionnel. Et que la manière pour eux d'attendre cette forme d'amour inconditionnel est de vivre une sorte de rêve dans lequel il n'y a pas vraiment de relation, en fait il n'y a pas vraiment de rencontre, mais moi je vais me sacrifier en attendant que l'autre fasse autant. Et parfois l'autre en fait demande pas forcément de se couper, mais la personne va le faire en se disant moi je me sacrifie. Et parce que je me sacrifie, j'attends que la personne en face le fasse, et que c'est pas forcément demandé, tu vois, de s'effacer ou de se couper, et que c'est souvent des relations dans lesquelles il y a jamais vraiment de rencontre. En fait, c'est toi, tu vis dans un bulle de ta rêve, et que si tu lui demandais lui quelle était la relation, il te dirait bah, aucun rapport. Enfin, tu vois, genre. Et donc, c'est pour voir dans quelle mesure, tu vois, cette relation, il pouvait y avoir de ça, ou dans quelle mesure, tu vois, ton sacrifice était aussi une manière d'avoir du contrôle ou une attente ou d'alimenter quelque chose. C'est possible, je me suis jamais posé la question avec cet angle. Il y avait quand même une demande de sa part, de façon répétée, constante et sur la durée, de moins voir mes amis et ma famille que, soi-disant, je le voyais beaucoup et principalement, ce qui était absolument faux. Je rattache ça un peu avec la jalousie, pour lui. Donc pour le coup, là, il y avait vraiment une expression de... Ouais. Okay. Moi, j'ai une question. Comment on ressort et quelle richesse on tire de quelque part d'une relation qui a été comme ça? Une fois qu'on en est sorti, c'est quoi le parcours? Et comment on se projette, comment on grandit? Parce que j'imagine que si tu nous en parles aujourd'hui, c'est que t'as réfléchi à tout ça et que t'as cheminé. Ouais, bah écoute, j'en suis sortie où j'ai dû... Heureusement, je me suis quand même pas coupée complètement de mes amis, donc mes amis étaient là quand j'en suis sortie. Et ma famille aussi. Mais j'étais très proche de mes amis à l'époque, plus que de ma famille. Donc voilà, et mes copines étaient là et ça c'était chouette. Et après, effectivement, ça m'a amené à un cheminement au début assez lent, hein, mais dans le rapprochement, la reconnexion à moi et dans la rencontre avec moi-même peut-être. Hein. Mais ouais, au début c'était pas facile, j'ai mis sous le tapis pendant longtemps en fait, j'ai pris conscience de plein de choses 2 ans après, même peut-être plus quoi. Et c'est grâce à des discussions avec des amis, des podcasts, j'ai rencontré des gens avec mon travail, des gens incroyables qui faisaient plein de styles de méditation différentes et des choses plus ou moins intenses, on va dire, plus ou moins profondes. Et du coup, de plus en plus à rencontrer des gens avec qui je connecte vraiment et qui sont un peu plus vrais. Ça m'ouvre à rencontrer de plus en plus de gens vrais et à avoir par exemple posé des bases dès le début de ma rencontre avec mon partenaire de maintenant. C'était la question d'après. Jour et la nuit. Cool. Non, mais j'aime bien la passerelle qui fait qu'on revient quelque part sur ton travail parce que je suis sûre que l'air de rien, tu dois avoir passé pas mal de gens. Est-ce que cette histoire-là, ou alors certaines histoires que tu as pu voir dans ton travail, ça a changé ton rapport au masculin? Ou au contraire, est-ce que tu as dissocié une histoire de la généralité?
Je sais pas si je vais répondre de façon très juste à ta question, mais il y a quelque chose qui m'a fait tilter dans l'email que vous nous avez envoyé au début. Et il y a quelque chose que j'avais jamais trop remarqué avant, et c'est grâce au travail et en voyant des hommes en cabinet que je vois qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont dans un schéma dur et carapace, et en fait qui au fond sont stressés, qui ont plein de problématiques et difficiles à gérer et qui sont durs à verbaliser et à communiquer avec leurs partenaires, amis, famille. Il y a peu de communication. Il y a moins de communication dans le masculin en général que dans le féminin. Et ça, c'est clair. Bah oui, pour moi, ça rejoint cette éducation que on est tous victimes d'un système qui, toi, t'a fait que tu t'effaces, et que lui, ne sachant pas communiquer, ou que les hommes ayant des carapaces ne sachant pas communiquer, ont une tendance à malheureusement avoir recours à de la violence ou à des comportements agressifs ou abusifs pour communiquer, parce qu'il n'y a aucune connexion entre leur carapace et leur intériorité, enfin qu'il y a trop de carapace. Et donc pour moi, effectivement, il y a tu vois, l'univers ambiant contribue à que toi, ce soit facile pour toi d'aller t'effacer, en tout cas là, et que lui, ce soit facile pour lui d'aller te demander de contrôler, d'être truc, parce qu'il n'y a aucun accès à la souffrance que peut vivre un corps masculin. Oui, il y a accès, mais de façon honteuse. Ouais. Et ouais. Enfin, quand il y a accès, c'est de manière honteuse. Enfin, moi, j'en connais qui ont vraiment rien de ça. Aujourd'hui, c'est quand même plutôt en train de changer. Mais effectivement, quand il y a accès à « putain, merde, j'ai une émotion, qu'est-ce qui se passe ?» Et alors, pour revenir sur les questions, parce que c'était un truc dont on parlait, ils pensaient quoi, tes potes et ta famille, de ton mec de l'époque? Non, parce que j'ai fait une vidéo il y a quelques jours où je parlais de parfois on est les pires juges de ses relations amoureuses, et de demander à ses potes qu'est-ce qu'ils en pensent. Personne. Est-ce qu'il va entendre ce podcast un jour? Personne ne pouvait le blairer. Non, mais c'était un secret pour personne, et pour lui non plus, puisque quand il était les rares fois où il passait des moments avec moi et mes amis, il parlait pas. Je dirais. Je pense même si moi j'adoucissais le discours que je pouvais avoir de la part de mes amis, je pense qu'il le sentait dans l'énergie, et dès le début c'est jamais passé, mais même avant qu'il se passe quoi que ce soit, quoi. Et après, en fait, assez vite, il y a eu des événements où mes amis et lui on se sont rencontrés à son anniversaire, où il a eu des propos très violents envers mes amis. Donc en fait, il n'y avait pas de secret pour personne par rapport à comment il pouvait être violent, et du coup, elle savait bien qu'il s'était pareil avec moi. Et qu'est-ce qui t'a fait ou elles t'ont communiqué, qu'est-ce qui a fait que t'as pas écouté, ou t'as pas eu envie d'écouter, ou Ouais, alors elles me l'ont communiqué, c'est surtout mes amis plus que la famille, parce que la famille je cachais bien, quoi. Okay. Elles me l'ont communiqué à plusieurs reprises, après au bout d'un mois j'en ai marre, quand même. De répéter le même disque. J'avais pas du tout envie de l'entendre. Du coup, plus le temps passait, et puis moi je parlais de ce qui se passait vraiment en fait dans mon couple, parce que j'avais honte, et je savais très bien que je restais dans un couple qui me faisait du mal, et que j'adoptais pas la position qui était attendue par mes amis, et donc j'en parlais de moins en moins. Pourquoi ? Parce qu'il était pas vraiment comme ça, parce que je l'aimais énormément, et que les connaissent pas vraiment, qu'en réalité c'est quelqu'un de très bien, et qu'on a une relation formidable, et que les choses qui vont pas, ça va passer, je vais l'aider un peu, il va faire des choses qui vont faire que ça va aller mieux, et puis ça ira bien, quoi. Ouais, donc il y avait beaucoup d'amour pour un potentiel. Enfin, moi, c'est un truc où c'est toujours une question aujourd'hui quand je me mets en couple, et c'est quelqu'un qui me le dit, et je l'aime bien, c'est: est-ce que tu veux passer le reste de ta vie avec cette personne telle qu'elle est aujourd'hui? Pas telle qu'elle pourrait être demain, mais aujourd'hui, si aucun de ses défauts et aucun de ces trucs qui t'agacent ne change, est-ce que tu peux te projeter, tu vois, et je trouve ça vachement intéressant comme question, est-ce que tu es capable d'être avec la personne-là et pas avec le potentiel qu'elle sera, parce qu'elle ne te doit pas de devenir un potentiel que toi tu projettes sur lui. Ouais. C'est une belle question. La réponse, selon la situation, la réponse fait mal. Alors, je pense que si on m'avait posé cette question, j'aurais dit non. Mais la projection, elle va être réelle.
Elle va être réelle. C'est quand tu y crois vraiment. Tu Bah vois. bien sûr. Et je me demande, en te posant la question, je déroule avec toi, dans quelle mesure c'est pas violent pour l'autre de dire je pourrais peut-être t'aimer demain. Dans quelle mesure de dire je t'aime si tu changes. Enfin tu vois, c'est quand même un postulat, si, je l'ai fait, hein, et je l'ai déjà ressenti. Enfin moi je pense que c'est plus moi, je l'ai très souvent fait je pense que je l'ai fait très souvent dans mes relations. J'ai réalisé jusqu'à pas longtemps que j'étais vachement à tester l'amour de l'autre. Et là, il n'y a pas longtemps, cet été, j'étais dans une relation et c'était moi qu'on testait et j'ai fait mais c'est de la merde. Et à ce moment-là, j'ai fait oh putain, mais c'est de la merde ce que je proposais dans mes couples avant, mais putain, mais quel enfer, Marc. Donc ça m'a permis de me dire oh putain, j'ai vraiment eu des meufs qui étaient cool de me supporter pendant un moment avec ce comportement-là. Mais toi, je me dis que même ça, tu vois, c'est violent pour le partenaire de dire en fait, je t'aime, mais je t'aime pour un potentiel. Enfin, j'aime le potentiel de ce que tu peux être. Tu vois, pour moi, ça contribue à contribuer à la toxicité de, en fait, on vit dans un rêve. C'est sûr, et c'est sûr qu'il le ressentait. Il avait beaucoup de culpabilité envers lui-même, envers ce qu'il me donnait, ce qu'il me donnait pas, ce qu'il allait sûrement refaire. Il y avait vraiment un nuage de mal-être et de culpabilité qui était au-dessus de lui. Hein. Il a eu beaucoup de phases un peu dépressives, quoi. Tu vois, il n'y avait pas de diagnostic, pas vraiment de vraie prise de conscience là-dessus, mais c'est sûr. À l'inverse, aujourd'hui, comment tu définirais? Alors, là, on est sur une dynamique homme-femme, et pour l'instant, les épisodes qu'on enregistre, c'est très hétéronormé. Mais comment est-ce que, pour toi, aujourd'hui, à quoi ça ressemble une dynamique saine? Où tu trouves ton compte et où chaque part est bien, quoi. Du coup, je renvoie à ce que je suis en train de vivre de façon assez récente, clairement. Alors déjà, il y a un concept dont Franck Levet parle dans un des épisodes que j'ai beaucoup aimé, où il dit parler droit versus parler vrai. Raconter des vraies histoires de comment on est et d'avant, c'est beau, et se dévoiler, c'est beau, mais c'est du parler vrai. Et parler droit, c'est réellement ce que je ressens, je le dis, il n'y a pas de filtre. Je pense que je passe à côté de plein d'aspects de son concept de parler droit. Mais c'est un des piliers, je pense, de la relation que je suis en train d'avoir en ce moment, c'est ça, c'est la communication. Et j'avais jamais eu ça comme ça avant. Et même dans les amitiés, je trouve que c'est pas facile à avoir, d'être réellement ouvert sur ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Et même si ça peut faire peur, et même si ça peut faire mal à l'autre. Et du coup, ça découle tout de suite sur on montre à l'autre qui on est dès le début. Et on n'est pas dans un rôle, on n'est pas en train de cacher toutes ces petites facettes un peu honteuses et attendre que ça avance assez pour dévoiler petit à petit une petite facette par-ci, une petite facette par-là. Là, il y a un peu tout qui est déjà qui est là, quoi, dès le début. Et ça, c'est un soulagement, ça amène un soulagement, une sécurité et un bien-être, quoi. Est-ce que dans ta relation actuelle, est-ce que t'as l'impression qu'il y a les questions de genre qui influencent les dynamiques, ou est-ce que t'as l'impression que vous n'êtes pas dans c'est un jeu de pouvoir avec les questions de genre? C'est ce qu'on disait ce matin. En tout cas, dans l'inconscient collectif, l'homme c'est le dominant et la femme c'est celle qui suit, ce qui n'est pas forcément une réalité, mais dans l'inconscient collectif c'est quand même assez représenté par ça. Y a des questions de genre, alors oui, et mon partenaire aime beaucoup l'humour et très dans la blague, même assez cash, même assez trash, même humour noir. Et donc il prend souvent avec humour évident la place de l'homme hyper cliché et toxique et tout ce que tu veux. Et donc c'est une espèce de jeu de rôle parfois, quoi. T'as ce truc du genre qui est là. Ah, il y a d'autres choses que je voulais dire par rapport à ça. Si, et c'est pas, je réponds un peu à côté, je pense, avec ça. Alors, je suis quelqu'un de sociable et lui aussi, et on est amené à sortir, à rencontrer des gens. Et on sait que le rapport à l'autre, l'homme à la femme et inverse, ça peut être quelque chose de challengeant dans justement des aspects de séduction, quoi, que ça peut être toujours un peu là. Et on a déjà discuté de comment on l'abordait et ce qu'on ressentait et est-ce qu'il y avait réellement de la confiance et qu'est-ce que c'était rencontrer d'autres personnes en soirée et sans ce qu'il y avait derrière.
c'est une bonne stratégie, l'humour, pour masquer l'agressivité, la violence. Moi, c'est des discussions que j'ai en ce moment sur ce que j'appelle les petites violences du quotidien ou les petites violences ordinaires. Et on en a tous les deux. De temps en temps, elle me fait des blagues et je lui fais c'est pas une blague. Est-ce que tu peux me dire ce qu'il y a derrière? Il y en a une la dernière fois, vraiment, elle me dit un truc et je pense qu'elle veut me parler de ça. Et en fait, le sujet, c'était que ça n'avait rien à voir avec ce que je pouvais penser. Je lui laisse mon appart pendant qu'on enregistre ce podcast. Et pour qu'il se sente bien, parce qu'il fait le trajet jusqu'ici, je t'ai demandé qu'est-ce que tu veux, est-ce qu'il y a des choses que je peux acheter ou quoi pour que tu te sentes bien ici. Et donc tu m'as dit ton petit-déj, qui est quand même atypique. On ne peut pas dire le contraire. J'ai un petit-déj dans lequel je prends un burrito tous les matins avec de l'avocat, je mets de la sauce soja, de l'huile d'olive, si je peux, je mets un peu de coriandre, de basilic, du pignon de pain, je mets tout ça, je mets du crabe, des crevettes, du saumon et des tomates. Et je mange ça au petit-déj. Voilà. Et donc moi je l'ai vanné en disant que mon mec mange des miel pops le matin. Alors c'est marrant, tu vois, même là elle est en train d'essayer de s'en sortir, tu vois, c'est marrant la dynamique. En vrai, je vais regarder le message comme ça, lis les messages. parce que je ne l'ai pas en tête. Elle me dit, dans mon souvenir il y a un truc de c'est cool, mon mec est simple, il mange que des miel pops. Ouais, voilà, c'était ça l'idée. Ok. Ça me fait penser que je suis heureuse d'avoir en gros choisi un mec simple qui mange que des miel pops au petit-déj. C'est mon mec mange des miel pops le matin, je vais lui envoyer un message de ce pas pour lui dire que c'est chouette les mecs simples. Auquel je réponds, je t'emmerde. Parce qu'aujourd'hui j'apprends en gros entre la communication de violence et le parler droit. Et là elle me dit faut pas que tu te vexes. Ou un truc un peu comme ça. Ouais, c'était ça. Et là ça m'a saoulé. Et je lui ai dit en fait moi je sens qu'il y a une pique en dessous. Parce que tu es en train de me dire j'ai envie de célébrer la simplicité de mon mec. Donc moi je me sens attaqué sur je suis un mec complexe, c'est compliqué, c'est chiant. Et donc je pense que c'est sur ça qu'elle veut me parler. Et je dis pour moi c'est un peu violent, derrière ta blague il y a un peu de violence. Et ça a amené au sujet, je lui ai fait mais en fait est-ce que tu peux me dire, justement en prenant le parler droit de Franck Levet, qu'est-ce que tu voulais me dire derrière ça? Et c'était pas ce que tu pensais. Pas du tout. C'était pas le fait que t'étais complexe et que ça me posait problème, c'était plutôt la vanne que ça fait un an qu'on bosse ensemble et que j'écume tous ces contenus, je l'ai pas sauté du fin, et qu'on travaille le discours ensemble, et ça fait un an qu'une de tes grandes motivations, c'est de dire que t'es pas un homme blanc privilégié, ou pas que ça, quoi. Et là, je me suis dit quand même, si ce petit-déj, c'est pas un petit-déj d'homme blanc privilégié, c'est quoi? Putain, j'ai envie de te faire des... Voilà, pour ceux qui ne voient pas, je lui fais les je t'emmerde version Friends. Mais c'était drôle. Et ce que j'ai dit aussi, c'est qu'on a le droit d'avoir certains aspects et c'est ok. Ouais. Mais c'était facile de te vanner pour ça parce que ça fait un an que tu me tiens le discours contraire. Mais tu vois, et c'était là où je reprenais l'humour. Effectivement, l'humour, tu vois, c'est tiens, je fais une blague, mais en fait, la vanne, il y a une volonté à un endroit d'attaquer. Et que c'est vrai, je pense qu'aujourd'hui, c'est souvent ce qui est reproché, tu vois, aux mecs parfois de oui, mais c'est juste une blague, oui, mais c'est juste un truc. Et dans les deux, que l'humour est une grande manière. Et je viens d'écouter un de mes podcasts préférés sur le masculin, où il y a tout un épisode sur l'humour. Et comment l'humour est une manière de ne pas aller en profondeur, comment l'humour est une manière en tout cas pour beaucoup d'hommes, de botter en touche, une manière de faire une blague et de sortir de l'intimité, une manière de passer des messages et de l'agressivité de manière douce. Et j'allais dire, l'humour, c'est un truc qui est quand même beaucoup plus présent et marqué chez les mecs que chez les nanas de façon générale. Ouais. Et c'est marrant là-dessus, alors bref, on débat. Cet été, j'étais sur un tournage et parfois je suis un peu maladroit sur comment rencontrer des gens. Et donc, je vais voir tout le monde en lui disant, c'est quoi ta blague préférée? Et je me dis, tiens, c'est vachement bien comme approche. Et je vais voir tous les gens de l'équipe. Tous les mecs me disent, ah ouais, ma blague préférée, c'est ça, quasiment. Et toutes les meufs me disent, ah non, moi, j'ai pas de blague, j'ai pas de truc. Et j'étais, ouais, il y a un vrai truc genré dans l'humour. Les nanas n'ont pas de blague et ne se souviennent pas des blagues ou sont nuls en blague. Et les mecs ont tous une petite blague et un truc. Et j'étais, attends, c'est fou, il y a un vrai truc. On pourrait faire, c'est vrai que ça amène ce truc. Sur les blagues. Un épisode sur, il y a un vrai truc. Je ne sais pas à quel point les femmes sont traumatisées ou les corps féminins sont traumatisés jeunes sur savoir faire des blagues. Mais il y avait un vrai truc genré de... Je le prends pas en traumatisme, moi je le prends en désintérêt. Okay. C'est pas ma priorité d'amuser la galerie, tu vois. Par contre, on m'a... Allez. Non, je parlais que de moi. Je ne parlais que tu vois, elle tous les deux, on a senti le bra, le parler droit. C'était pas dans ce sens-là. C'était mal exprimé. C'était plutôt dans le sens où
Quand j'étais petite, dans ma famille, on a valorisé le fait que c'est pas parce que t'es une nana que t'es pas intelligente, donc quand tu parles, aie pas peur de te montrer intelligente. Et c'était ça qui était valorisé plutôt que de aie pas peur d'être drôle, tu vois. Et toi Ok. Et toi, ce serait quoi ton rapport à l'humour ou aux blagues ou Moi, c'est très 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 important, mais avec mon copain, on n'arrête pas et on est pire l'un que l'autre, quoi. Donc ça fait partie de mon quotidien et je trouve ça important. Mais oui, je sais pas d'où ça vient, mais c'est même les stand-up féminins sont très peu représentés et où il y a beaucoup de stand-up très connus masculins qui dont une petite vanne qui revient, c'est les femmes comédiennes drôles, mais il y en a pas, quoi. Ah si, elle, ah non, mais elle est pas drôle, Ou elle est pas féminine. ou elle est pas féminine, ou elle est pas femme. Et ouais, en fait. Toi, t'as regardé le spectacle de Ricky Gervais? Oui. Toi, j'ai entendu, j'ai fait, ah, tiens, ça, en gros, c'est les blagues d'ouverture d'un comique que j'aime énormément, qui s'appelle Ricky Gervais, et qui, dans son dernier spectacle, attaque avec beaucoup d'humour tout le mouvement woke. Et avec beaucoup d'humour, moi, en tout cas pour moi, hein, fait passer des messages où il critique et en tout cas il réfléchit autour de tout ce mouvement qui, je peux comprendre, soit incompréhensible pour un petit homme blanc millionnaire de 60 ans. Ouais, mais c'est hyper intéressant parce que donc, en préparant l'épisode qu'on aura avec Noémie, je suis tombée sur une de ses interviews où elle étudie la question de l'humour et elle dit en fait, souvent on a l'image d'une femme drôle mais qui est pas considérée comme jolie selon les standards, ou alors on a l'image de la femme jolie qui sera pas forcément drôle mais qui par contre sera une bonne comédienne au théâtre, enfin tu vois. Et que d'un côté il y a ce truc que la nana qui fait rire elle est vue comme moins féminine, et d'un autre en fait quelque part faire rire c'est prendre du pouvoir, tu vois, c'est s'affirmer. Et est-ce que c'est pas le fait de s'affirmer qui fait que c'est moins vu comme féminin? Alors je suis en train de réfléchir, je pense que, alors, je vais faire des généralités mais après ça passera ou ça passera pas. Bah, souvent tu vois dans un groupe c'est quand même, j'allais dire le petit gros mais on n'a plus le droit de dire le petit gros. On est dans le cliché là de toute façon. L'humour est une manière de pallier à son physique. Et c'est vrai que dans certains endroits, tu vois, pour effectivement prendre la place, pour être désirant, pour être quand t'es ado, j'y peux rien, mais tu peux constater que certaines personnes, plus ils ont un physique avantageux, et parfois encore plus les femmes, et moins ils ont d'efforts à faire pour se rendre intéressants, pour que les gens viennent à eux. Et l'humour est une manière, quand t'entends plein de gars, moi ils disaient ah j'étais pas beau, j'étais pas très intelligent, ce truc, mais donc l'humour, ça a été ma porte de sortie. L'humour, faire rire, ça a été mon manière de redevenir intéressant, ça a été une manière de reprendre de la place. Donc je sais pas si c'est forcément lié, il y a effectivement dans mon inconscient, je pense dans l'inconscient de beaucoup de gens, il doit y avoir un lien entre tu développes l'humour pour pallier à parfois un manque de savoir prendre ta place parce que t'es pas le... Et dans l'autre sens, quand t'as une place qui est un peu avantageuse, est-ce que faire rire, ça serait pas ternir un peu cette image qui semble si, tu vois, charismatique et tout Est-ce qu'il n'y a pas de ça dans l'autre sens? Je sais pas parce que tu vois, alors moi je parle truc, j'ai rêvé, quand j'avais 5 ans je rêvais d'être humoriste, on m'a toujours dit que j'étais pas drôle, pourtant j'ai fait des sketchs et je peux être drôle et j'arrive à faire rire les gens, mais j'ai une image de je suis pas drôle, ma meilleure pote considère que je suis pas drôle alors que je la fais rire à chaque fois qu'on est au téléphone, mais elle considère que je ne suis pas drôle. Effectivement je renvoie une image de mec, je suis pas drôle. Et alors que j'adorerais être drôle. On t'a perdu là, ça y est. Non, c'est marrant. C'est quoi tes biais aujourd'hui sur le masculin, sur le féminin, dans ta rencontre avec ton chéri aujourd'hui ou c'est quoi les trucs au-delà de ce que tu penses être? C'est quoi les biais qui peuvent polluer ta relation et ta rencontre avec lui dans un truc sur le genre ou sur ton genre à toi et sur son genre à lui? J'ai rien qui me vient. Des biais, oui, mais pas sur le genre, quoi. Des biais. Alors, mes biais, ça serait justement cette communication que je trouve très facile avec lui. Comme c'est pas forcément quelque chose qui est facile pour moi dans d'autres, avec mes autres relations amicales, familiales, j'aurais peur que ça ne soit que transitoire et qu'en fait, je sois pas vraiment droite ou vraie. D'accord.
Et d'ailleurs, comment il a réagi au parler droit, entre guillemets? Enfin, tu vois, est-ce que ça a été accueilli? Est-ce que c'est... Ah oui, oui, complètement. Mais en fait, ça a été très facile parce que lui est comme ça. Donc, du coup, d'être face à quelqu'un qui pose des bases qui me plaisent, bah, le chemin, la porte, elle est ouverte et donc j'y vais très, très facilement. Cool. J'ai du mal à le mettre en place avec quelqu'un qui va pas être comme ça de base, par contre. Et sur l'humour, toi, tu le perçois comment, l'humour avec lui? Est-ce que tu sais, pour lui, c'est un moyen de défense, une manière d'attaquer? Comment tu l'adresses avec lui? Alors, je le perçois ni comme une manière d'attaquer, ni comme un moyen de défense, parce que quand il y a humour, il y a aussi verbalisation normale, quoi, des mêmes sujets, on va dire, de ceux dont on rigole. Donc il n'y a pas juste de l'humour et puis on met un petit truc sous le tapis, il y a de l'humour et en fait il y a aussi, on peut aussi parler de la même chose, quoi. Donc parfois c'est juste une porte d'entrée pour ouvrir le sujet. Oui, donc je le perçois pas comme des pics, je le perçois pas comme des petites violences cachées. Ok. Chose que je perçois de cette façon dans d'autres contextes où il n'y a pas ensuite la discussion, ou avant ou après la blague. Mais s'il y a juste la blague, et là ouais, c'est compliqué. Là, c'est pas le cas. Bah, comme tu le dis, c'est comme dans le parler droit. Si tu fais une blague droite dans laquelle, entre guillemets, la violence ou l'agressivité, elle n'est pas masquée. En tout cas, ça dépend de la personne et que si c'est fait avec beaucoup de candeur, un degré de conscience, en fait, c'est direct. Oui. Et donc, c'est plutôt ouvrir le dialogue d'une façon amusante. Et maintenant, pour clôturer l'épisode, voilà les questions rapides. Donc, qu'est-ce que tu aimerais que le masculin ou la masculinité inspire aux gens? Eh bien, que ça inspire de la confiance, de la bienveillance, de la douceur, de l'acceptation. Qu'est-ce que ça a été pour toi de grandir dans un corps féminin? Je suis très bien dans mon corps maintenant. Ça n'a pas toujours été le cas. Après, voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment très très mal à des degrés très importants dans leur corps. Donc, je suis pas au même endroit sur cette échelle. Mais dans mon adolescence, c'était pas super parce que j'avais des parties de mon corps qui n'étaient pas idéales par rapport aux critères de beauté qu'on connaît tous et toutes. Voilà, mais maintenant, oui, bien. Cool. Et j'en rajouter une sur ça. Est-ce que tu as fantasmé d'être l'autre corps? Ou qu'est-ce que tu as pu désirer ou aspirer? Ou à quel moment tu as pu envie d'être dans un corps masculin? Ou est-ce que tu as eu envie de ça à un moment? Pas spécialement. Parfois, je sais pas pourquoi, j'avais ces discussions avec des potes et on était toujours plusieurs à se dire oh, j'aimerais bien avoir un sexe d'homme pour la journée. Et juste genre... et genre probablement je jouerais avec toute la journée, quoi. Enfin, ça, comme si les hommes c'était que des grands enfants qui jouaient avec leur sexe toute la journée. Donc, ça n'a aucun sens, mais voilà, c'est la seule curiosité que j'ai pu avoir du corps masculin, c'est juste qu'est-ce que ça fait d'avoir un sexe d'homme, quoi. Ça serait quoi les premières mesures que tu prendrais pour tendre vers quelque chose qui te semble plus égal entre les hommes et les femmes? En France ou ailleurs dans le monde? En France. Que les femmes soient représentées à égalité, hein, pas dans la règle de pas poursuivre une règle d'égalité en termes de chiffres, de nombre, mais qu'il y ait autant de représentation féminine dans tous les métiers, par exemple, dans tous les médias, que les hommes. Et quelles mesures tu ferais pour soutenir le corps masculin? Soutenir. C'est-à-dire aider à trouver de l'égalité, ou qu'est-ce que tu changerais, ou qu'est-ce que tu pourrais faire pour soutenir à ce qu'une mesure ou une éducation ou quelque chose au niveau du corps masculin amène vers plus d'égalité? Probablement quelque chose qui serait en place au niveau de la petite enfance ou de l'école, au niveau de l'apprentissage et de l'éducation, qui est des discussions, qui est de l'éducation autour de ces questions dès le plus jeune âge. Qu'est-ce que tu aurais dit à ton toi, si tu reviens quand tu as 5-6 ans, qu'est-ce que tu dirais à ton toi de 5-6 ans? Je me serais sûrement donné des compliments physiques que j'avais peut-être envie d'entendre et que j'ai pas eu. Ou si j'en ai eu quand même, mais bon, j'y croyais pas tellement. Et de la confiance et confiance en toi, des encouragements. Et après, on peut la poser en deux parties la prochaine. Ce serait quoi une image de l'équilibre à l'intérieur de toi, d'un équilibre masculin-féminin? Entre mon masculin et mon féminin. Ouais. Je pense que je le trouve, je sais pas, dans ma façon de m'habiller par exemple. Je le trouve dans mon rapport aux gens, dans mon travail, la façon de parler. J'essaye d'avoir des moments où je prends la parole de façon publique aussi, petit à petit, et j'aimerais le faire de plus en plus. Et du coup, pour moi, c'est incarner un peu un rôle du coup masculin, d'être dans ce style de position, de faire des conférences, des choses comme ça. Et donc la dernière, c'est quand la dernière fois où tu t'es vraiment senti équilibrée entre ces deux énergies?
Je me sens souvent comme ça, je pense. Et qu'est-ce qui t'aide à te sentir comme ça? Et je sais pas, j'essaye d'écouter mes envies et de les suivre le plus possible, en me défaisant du jugement des autres, ou du potentiel jugement des autres, même s'il y en a pas. On est bon, je crois. Eh ben écoute, merci à toi d'être venu. Merci beaucoup. Avec Merci plaisir. Laura. On essaye de terminer par une minute promo. Est-ce qu'il y a des choses où, je sais pas, est-ce que tu veux faire une promo de certains trucs que tu fais ou c'est pas obligé? La chiropraxie, évidemment. Oui, alors c'est quelque chose qui régit un peu ma vie au quotidien et que je pense tout le monde devrait avoir dans sa vie comme routine pour prendre soin de son corps, de sa colonne et de son système nerveux à tout âge, toutes problématiques confondues. Les approches sont, on s'adapte à chaque personne et à chaque problématique. Moi, ça fait partie de ma routine, c'est comme faire du sport. Manger le plus sainement possible, je me fais ajuster régulièrement. Pour avoir testé la chiropractie et moi je t'ai rencontré par ma chiropractrice, Dorian, et c'est génial. Donc à toute personne, allez-y, moi j'ai adoré et je continue. J'ai repris 18 séances et la prochaine sera avec toi. Merci à vous. Merci, passe une bonne soirée. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez soutenir le podcast et nous aider à le diffuser plus largement, nous vous invitons à nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram pour suivre les actualités du podcast et nos partages autour de lectures et de découvertes en lien avec ce sujet. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode de Homme le podcast.